un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Et sa main velue s'accompagne d'une chanson. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Jean-Louis au micro de Radio Libre en Périgord pour une chronique du groupe Fred Zeller, dans laquelle nous allons, pour commencer, revenir sur un sujet que nous avons déjà évoqué dans de précédentes émissions, dans de précédentes chroniques. Que se passe-t-il dans le département de l'Hérault ? Nous vous avons informé au fil de nos chroniques des interdictions successives lancées par le préfet contre des manifestations qui avaient été déclarées tout à fait normalement en préfecture, un acharnement contre les organisateurs de ces manifestations et en particulier contre deux associations, la Libre Pensée, la Fédération de la Libre Pensée de l'Hérault et l'association BDS qui milite donc pour le boycott de l'envoi d'armes vers Israël. Eh bien, samedi dernier, une nouvelle déclaration de manifestation avait été faite et le préfet interdit une nouvelle fois donc une manifestation pour la Palestine. Nouvelle atteinte à la liberté d'expression, la répression continue toujours plus et nos amis de la Libre Pensée donc de l'Hérault nous indiquent qu'ils viennent d'apprendre donc cette décision, le nouvel arrêté d'interdiction par le préfet. Et donc ils disent cette manifestation a été déclarée par l'UJFP, par BDS, donc je parlais tout à l'heure, la Libre Pensée, la Gauche écologique et sociale, et le NPA. Aussi, nous constatons que l'interdiction devient systématique, sans lien avec des circonstances particulières reliées à des possibles troubles à l'ordre public, ce qui est la seule motivation prévue par les textes pour interdire une manifestation. Et ils poursuivent, nous constatons que la place de la Comédie est maintenant de fait interdite à ceux qui dénoncent le génocide depuis un an, sans aucun lien avec un motif d'ordre public. Cela revient à instaurer une sorte d'apartheid politique dans une ville. Nous n'avons pas d'autres exemples de ce genre en France. Nous relevons que le préfet n'a jamais pu produire la moindre preuve de propos diffamatoires et injurieux à l'encontre de la communauté juive, citation de ce qui est invoqué par l'arrêté préfectoral, alors même qu'une demande a été faite par écrit à la préfecture et qu'aucune réponse n'a été apportée. Nous relevons que lors de la rencontre avec la préfecture, le représentant de celui-ci nous a garanti que le but de la préfecture n'était pas d'entraver la liberté d'expression, mais de la garantir, sans blague. Nous sommes obligés de constater qu'entre ces paroles et ces faits, il y a un certain décalage. Aussi, la liberté d'expression est en grand danger. Nous appelons les syndicats, les partis, les élus et les associations à réagir, à ne pas accepter la remise en cause des libertés qui maintenant tend à s'inscrire dans le temps. La Libre Pensée de l'Hérault a déposé un référé liberté ce samedi matin et ce texte est donc signé du 12 octobre, donc samedi dernier, 12 octobre à Montpellier. Et ce référé, on en a eu le résultat, eh bien la justice s'aligne sur les décisions du préfet et n'a pas reconnu la validité du recours en référé déposé par la Fédération de la Libre Pensée de l'Hérault. Il y a vraiment un problème. Et donc, nous y reviendrons dans nos prochaines chroniques, puisque l'affaire ne va pas en rester là. La liberté de manifestation est gravement remise en cause dans le département de l'Hérault, et le préfet commence à jouer un rôle un peu particulier, en ce sens, en s'y engageant donc totalement. Alors maintenant, je vais aborder le premier point que je vous propose. Bon, nous avons également, parmi les thèmes que nous évoquons régulièrement dans cette chronique, évoqué les crimes de l'Église à différents moments, avec les rapports qui étaient sortis, tous les faits qui se sont déroulés maintenant depuis, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être bien que des révélations extrêmement importantes ont été faites, extrêmement graves, et ça continue puisque maintenant c'est au tour de l'abbé Pierre d'être dénoncé par un certain nombre de victimes des actions commises par l'abbé Pierre depuis très longtemps. Et on se rend compte que des personnes étaient au courant depuis bien longtemps. C'est le cas en particulier du PCF. Maintenant, tout se réveille. C'est la belle au bois dormant des révélations. Tout le monde savait que l'abbé Pierre était un malade. Et tout le monde l'a fait passer publiquement pour autre chose. Il n'est pas jusqu'au Parti communiste français qui savait. Du moins, telle est l'affirmation en 1958 de l'évêque de Grenoble, Jean-Marie Villot, opportunément sorti de l'ombre. L'affirmation donc de l'évêque. Évidemment,
Dans les institutions tutélaires auxquelles il ne faut pas toucher, il y a le PCF. Il y a aussi, et pas seulement la Ve République et son président, l'Église catholique, l'armée française, l'honnêteté des journalistes. Mais le PCF. De quoi? Un parti de gauche hostile à LFI? Comment peut-on imaginer que ce parti, cette direction éduquée, formée, forgée dans le stalinisme, puisse commettre une quelconque indélicatesse? C'est inconcevable. Tant qu'on y est, pourquoi ne pas dire que la Ve République est répugnante? Alors, Le Monde, autre institution respectable, a volé à son secours et a donné la parole à un dirigeant PCF. Évidemment, Le Monde procède toujours ainsi. Honnêteté journalistique oblige, sauf quand il s'agit de LFI, bien sûr. Une certaine pudeur, en somme. On n'est pas obligé d'être honnête avec LFI, mais avec le PCF, oui. Donc Le Monde du 28 septembre dernier donne la parole au PCF. Citation. « Je ne connais au sein du parti personne de vivant ayant entendu parler de cette affaire », jure pour sa part Guillaume Roubaud-Cachy, historien et porte-parole du PCF, qui assure que l'ensemble des archives du bureau politique et du secrétariat général, les deux plus hautes instances, sont déjà en ligne et ne contiennent aucune référence aux violences sexuelles, ni même à des relations sexuelles de l'abbé Pierre. Une recherche avec les mots-clés abbé Pierre ou Henri Grouès, le véritable nom de l'abbé Pierre, ne donne rien. Certes, mais deux questions. La direction du PCF peut-elle affirmer qu'elle ne possédait pas à la constitution de tels dossiers sur de tel ou tel personnage? Allons donc. Tout le monde a connaissance de telles pratiques que les chercheurs ont révélées plus d'une fois. Deuxième question. Peut-être faut-il chercher du côté des archives de Gaston Plissonnier, membre du bureau politique et homme spécialisé dans ces questions. Ne pas avoir fait une telle démarche jette une certaine lueur sur la négation effarouchée du PCF. Mais le PCF ne fait pas que nier. Il est intéressant dans les protestations du PCF, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ressemblent toujours aux protestations des mafieux interrogés par le Sénat américain. Il n'y a pas plus honnête que moi et hop, au passage, une diversion. Ici, la diversion s'appelle Roger Garaudy. Guillaume Roubaud-Cachy émet l'hypothèse que Roger Garaudy, né en 1913 et mort en 2012, ait emporté les éventuels documents avec lui au moment de son éviction du PCF en 1968. Soulignons sans être trop cruel que l'exclusion de Garaudy date de 1970 et non de 1968, ce qui interroge fortement sur le sérieux de l'affirmation. Mais de qui? Du Monde ou du PCF? Donc, il y aurait un type qui passait dans le coin, qui a accumulé des documents et qui a été exclu parce que franchement, c'était pas un type bien. Alors que nous, dirigeants du PCF, il ne s'agit pas ici d'établir le parcours de Garaudy après le PCF. Gauchiste 1971, catholique à la fin des années 70, musulman à partir de 1982, révisionniste à partir de 1996. À cette occasion, lors de ses déclarations antisémites, car lui était un antisémite, il fut soutenu par l'abbé Pierre, qui fut stigmatisé à juste titre sur cette question, dont, curieusement, personne ne parle. L'antisémitisme de l'Église catholique, voilà un autre sujet. Mais qui était Garaudy dans le PCF? Un acolyte anonyme? Sa carrière en quelques lignes. Député en 1945, puis sénateur, membre du comité central de 1945 jusqu'à son exclusion en 1968 et du bureau politique de 1961 à son exclusion. Spécialiste des intellectuels. Tous les historiens du PCF insistent sur les liens personnels avec Maurice Thorez et sa responsabilité personnelle dans de nombreuses affaires. Garaudy écrit « Jusqu'à sa mort, Maurice Thorez a gardé la main sur moi. Parler de Garaudy, c'est parler de Thorez. Il fut l'auteur d'une thèse sur la liberté à l'université de Moscou sous Staline, ce qui classe définitivement son personnage. Lors de l'affaire dite des lettres françaises en 1949, il témoigne pour nier l'existence du goulag. En 1949, il écrit « L'Église, le communisme et les chrétiens », dans lequel il falsifia une citation du manifeste du Parti communiste, rien que ça, pour faire écrire à Marx et à Engels, citation « La dignité de la personne humaine », formule religieuse que l'on ne trouve dans aucune traduction du texte du manifeste du Parti communiste. Mais la politique stalinienne en direction de l'Église catholique vaut bien un faux. On attend toujours les précisions du PCF sur cette falsification. Ce n'était d'ailleurs pas la seule falsification de Garaudy. En un mot comme en mille, Garaudy, pendant un quart de siècle, était le stalinisme en France et non un vague comparse qui aurait accumulé des fiches. La question est, pourquoi le PCF se défend-il ainsi? Aucun rapport avec le présent? Aucun rapport avec la politique? Ne faut-il pas conserver ce lien étroit avec l'Église catholique? Au moment où l'affaire du collège Stanislas a éclairé la question du financement de l'État par l'État de l'école privée, à plus de 90% catholique, que la loi Debré qui organise ce financement se trouvait ébranlée, que le député LFI Paul Vanier pointait ce séparatisme des riches, il fallait une diversion. Le sénateur PCF Pierre Ouzoulias, en charge de ces questions, un peu comme Gaston Plissonnier était en charge des dossiers sensibles, est parti en mission.
Dans Mediapart du 5 février 2024, il rappelle avoir, citation, « déposé une proposition de loi visant à moduler les dotations des établissements privés sous contrat, tant sur le plan du fonctionnement que sur celui des crédits affectés à la rémunération des enseignants, à la composition sociale des établissements. » En bon français, il s'agit avec cette proposition ô combien réaliste, ô combien respectable, ô combien raisonnable, etc., de garantir le financement de l'école privée, rappelons-le, à plus de 90% catholique. Homme de gauche, va. Voilà comment on essaye de torpiller la colère contre la loi de Bré. Le même Ouzoulias représentait la direction du PCF et Fabien Roussel à la réunion des Macron compatibles, Glucksmann, Delga, Hollande, Cazeneuve, Abraham le 28 septembre à la réunion de la, entre guillemets, gauche respectable. Tout se tient, mais le coupable c'est Garaudy, point de suspension. Voilà, donc c'était un petit texte de Jean-Marc Chiappa sur cette question de l'abbé Pierre. Alors avant de passer au deuxième sujet de cette chronique, je vous propose le premier choix musical et nous poursuivons notre promenade à travers les morceaux de blues qui ont été sélectionnés par les différents contributeurs à au dernier numéro de l'Idée libre, dont le dossier est autour du blues. Donc, le premier morceau que nous écoutons aujourd'hui, c'est un morceau de Son House, titré This Little Blue. Et nous l'écoutons maintenant. Peut-être quelques mots sur le chanteur. C'est un chanteur qui est né dans le Mississippi, pasteur, emprisonné au bagne pour meurtre. Il enregistre en 1930 3 de ses sermons blues, dont My Black Mama. Et on est ici dans le sentiment profond du Delta. Une chanson tout à fait caractéristique est celle donc, que nous allons entendre, This Little Blue. Et cela débute par des riffs, c'est-à-dire des courtes phrases musicales avec une mélodie simple et au rythme marqué, répété par un instrument. Et ce choix musical, vous allez entendre ce tempo imperturbable qui s'installe dans la deuxième partie de la chanson. Voilà. Donc, avec une voix forte et assurée, remplie de douleur. Donc, Son House, This Little Blue. I got a letter this morning, I do, written it red. Say, hurry, hurry, the gal, your love is dead. I got a letter this morning, I say, how you written it red? They say, hurry, hurry, gonna gal, you love is dead. You know, I grabbed up my suitcase, took out down the road. Oh, when I got there, she laying on the cooling board. I grabbed up my suitcase, I said, I took out down the road. I said, when I got there, she laying on the cooling board. You know, I walked up close, looked down in her face. It's a good old girl, got the head of judgment day. I said, I walked up close, I said, I looked down in her face. I said, it's a good old girl, got the head of judgment day. You don't look like 10,000 people were standing around the burying ground. I didn't know I loved her until I let her down. Looked like 10,000 standing around the burying ground. You know I didn't know that I loved her until I began to let her down. You know I didn't feel so bad till the good Lord's sun went down. I didn't have a soul to throw my arms around. I didn't feel so bad until the good Lord's sun went down. I said I didn't have a soul to throw my arms around. You know it's so hard to love someone don't love you. Don't look like a satisfaction. Don't care what you do. It's so hard to love someone that don't love you. You know, don't look like a satisfaction. Don't care what you do. You know, love hard or fall, make you do things you don't want to do. Love sometimes
leave you feeling sad and blue. Love how it all fun, make you do things you don't want to do. Love sometimes leave you feeling sad and blue. Donc nous reprenons cette chronique avec un nouveau document issu de Mediapart que je vais porter à votre connaissance et qui est titré « Cela ne nous regarde pas ». La directrice de l'enseignement scolaire défend le collège Stanislas et ignore le rapport de ses propres services. Sur France 2, l'ex-patronne de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la jeunesse, Caroline Pascal, a défendu le collège Stanislas, pourtant mis en cause par ses propres services. Elle a aussi livré une conception toute particulière des obligations faites au lycée privé pour l'éducation à la sexualité et la lutte contre l'homophobie. C'est la première fois qu'elle accordait une interview filmée pour évoquer le cas du lycée privé parisien Stanislas. Caroline Pascal, donc ex-patronne de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la jeunesse, désormais directrice générale de l'enseignement scolaire, c'est-à-dire à DGESCO, était interrogée par complément d'enquête jeudi soir sur France 2. Au lieu de s'appuyer sur le rapport de ses propres services, elle n'a rien dit, ou presque, des graves accusations qui pèsent sur l'établissement catholique et a préféré tout minimiser. L'émission revenait sur les révélations de Mediapart et a confronté Caroline Pascal, celle qui a justement validé les conclusions de l'enquête visant ce lycée et qui était chargée à l'époque de superviser tous les contrôles des établissements privés. Le rapport d'inspection que le gouvernement refusait de publier et que Mediapart a fini par révéler était accablant. Sexisme, homophobie, atteinte à la liberté de conscience, procédure frauduleuse pour Parcoursup. Les dérives pointées étaient extrêmement nombreuses, mais Caroline Pascal n'a pas souhaité s'étendre dessus et a repris quasiment à l'identique la défense de sa ministre de tutelle de l'époque, Amélie Oudéa-Castéra, AOC, pour faire plus court. Pour l'actuel numéro 2 de l'Éducation nationale, Stanislas est un établissement exigeant et rigoureux, où, citation, les élèves sont majoritairement contents de l'enseignement qu'ils reçoivent, avec des parents qui adhèrent. Caroline Pascal a tout juste admis que le lycée parisien ne respectait pas la loi en obligeant tous ses élèves à suivre un cours d'éducation religieuse. Citation, « Nous avons été très clairs en disant que c'était contraire à la loi de Bray et au contrat d'association, et que l'établissement devait se mettre en règle avec le contrat. Nous n'avons extrait aucun élément caractérisé qui permettrait de dire que l'établissement avait un comportement homophobe, sexiste ou autoritaire, dit-elle. » Comme l'a rappelé France 2, le programme d'éducation à la sexualité s'inscrit dans une politique nationale officielle et s'impose à tous les établissements, publics comme privés. Selon une directive du ministère, les enseignantes et enseignants doivent aborder notamment, au cours de la scolarité, la question des grossesses non désirées, de la contraception, de la réduction des risques d'infections sexuellement transmissibles, mais aussi travailler sur les comportements homophobes, sexistes et contre les violences sexuelles et l'égalité entre les femmes et les hommes notamment. Le rapport d'inspection visant Stanislas et différentes enquêtes journalistiques ont montré que cet établissement pouvait enseigner tout l'inverse. Certains intervenants se taisent les méthodes de contraception, promeuvent les thérapies de conversion pour les homosexuels ou considèrent l'IVG comme un crime. Citation, « Le parti pris de certains professeurs de SVT de ne pas parler des infections sexuellement transmissibles, les propos tenus lors des conférences d'éducation à la sexualité sur les dangers de la contraception chimique et enfin les dérives relevées en catéchèse sont susceptibles pour la mission de porter atteinte à la santé des élèves. » Peut-on donc lire dans le rapport d'inspection que Caroline Pascal ne peut donc ignorer. Interrogée sur les propos d'une intervenante de l'établissement qui prônait la chasteté et demandait aux filles de se couvrir pour ne pas susciter, citation, « les pulsions de vie des garçons », Caroline Pascal ne trouve rien à redire. Elle se défausse seulement en expliquant que ces interventions n'avaient plus lieu lorsque ces inspecteurs ont contrôlé l'établissement. N'est-ce pas un enseignement curieux ? Interroge tout de même la journaliste de France 2. Dès lors que c'est fait en respectant la liberté de conscience des élèves et des enseignants d'une part, et sans enfreindre la loi bien entendu et les valeurs de la République que nous sommes tous censés partager, après, cela ne nous regarde pas, balaye l'ex-patronne de l'Inspection générale, avant de prétendre ne pas pouvoir agir. Nous ne pouvons pas intervenir si ce n'est pour alerter sur le fait que ça doit être conforme aux valeurs de la République et à la loi.
Invitée à réagir sur le cas de Stanislas, la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations, Othman Nasrou, a défendu sur France 2 l'établissement et l'importance des établissements privés en France. Il a tout juste répété que l'homophobie n'était pas une opinion et a incité toutes les victimes à parler et à déposer plainte. Avant de devenir ministre, ce proche de Bruno Retailleau, connu pour son opposition au mariage pour toutes et tous, n'a cessé de défendre cet établissement, Stanislas. En tant qu'élu au Conseil régional d'Île-de-France, il s'est illustré en refusant de suspendre le versement de centaines de milliers d'euros et de subventions, mais aussi par une tribune publiée dans le journal d'extrême droite Valeurs Actuelles, après les révélations de Mediapart. Le ministère de l'Éducation nationale endosse-t-il de tels propos ? Sollicité, le cabinet de la ministre Anne Genetet n'a pas répondu. Ces propos sont pourtant d'autant plus troublants que le ministère semble avoir pris, ces derniers mois, enfin la mesure de l'importance de l'éducation sexuelle et affective dispensée aux élèves, en réaffirmant notamment l'obligation de 3 séances obligatoires chaque année, de la maternelle au lycée. Malgré les pressions diverses, le Conseil supérieur des programmes s'est également accordé sur une ligne officielle qui devait s'appliquer dès que possible. Le texte est clair, comme le rappelait Mediapart. Il entérine le caractère obligatoire de cette éducation à la sexualité et à la vie affective dans les établissements publics et privés sous contrat. L'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité se déploie avec la neutralité et la distance exigées par le principe de laïcité, peut-on y lire. N'est-ce pas justement le rôle de l'inspection générale de pouvoir contrôler, sanctionner, supprimer le contrat d'association ou éventuellement signaler les faits à la justice ? Aussi contactée par Mediapart, Caroline Pascal n'a pas donné suite. Le bazooka qui consisterait à supprimer le contrat d'association, on ne le sort pas à la première alerte, a-t-elle relativisé sur France 2. L'alerte a été faite. On a demandé à l'établissement de se mettre en conformité avec le contrat d'association. S'il se met en conformité, les choses se passeront très bien, dit-elle. Dans le même rapport d'inspection, la mission constatait aussi un climat propice au rejet de l'homosexualité et avait même signalé au parquet de Paris un intervenant en cours d'éducation religieuse ayant tenu de nombreux propos homophobes. Ce catéchiste de Stanislas avait parlé aux élèves de l'homosexualité comme d'une maladie et expliquait que, citation, si l'on se sentait homosexuel, il fallait se faire soigner dans une structure religieuse au Canada. Et il poursuit, la sodomie apporte le sida. L'homosexualité est un péché. Voilà donc ce qu'il enseignait. À l'époque, la direction de Stanislas avait ignoré les alertes de parents indignés par un tel enseignement. La gravité des propos est minimisée par l'encadrement et leur possible impact psychologique sur des adolescents n'est pas pris en compte, pointait donc l'inspection générale. Documents et témoignages à l'appui, Mediapart avait aussi montré comment l'homophobie à Stanislas était omniprésente. Des élèves ont raconté en détail les injures qu'ils subissaient et des enregistrements sonores qui révélaient les discours contraires à la loi tenus par certains intervenants. Une DGESCO aveugle face à l'homophobie. Caroline Pascal, elle, n'a donc rien vu. Tous ceux qui voulaient parler à l'inspection générale pouvaient le faire. Dans l'ensemble de ces témoignages, nous n'avons extrait aucun élément caractérisé qui permettrait de dire que l'établissement avait un comportement homophobe, sexiste ou autoritaire, affirme-t-elle. Et elle poursuit. Nous n'avons eu aucun témoignage d'élèves nous disant qu'ils avaient été eux-mêmes stigmatisés ou victimes d'homophobie. Nous avons eu des témoignages d'élèves qui nous disaient qu'ils connaissaient des élèves qui, dans l'établissement, étaient homosexuels et qui ne s'en plaignaient pas. Mais l'ex-patronne de l'inspection générale omet une fois encore ce qu'indiquaient ses propres enquêteurs. Dans le rapport, la mission précisait d'ailleurs que sa méthodologie et il indiquait avoir tiré au sort 77 personnes de l'établissement. Des élèves, mais aussi des professeurs, des agents et des surveillants. 17 personnes extérieures ont été entendues après un appel à témoignage rédigé par la direction de Stanislas. Seule une poignée d'élèves sur les 3600 scolarisés chaque année ont donc pu témoigner. Les inspecteurs précisaient aussi avoir constaté une similitude dans les témoignages à décharge vis-à-vis de Stanislas et notaient qu'il n'était pas impossible que les récits d'élèves ou de parents défendant l'établissement puissent refléter, citation, des auditions préparées en amont. Ils ajoutaient « Certaines personnes ont fait état de crainte de parler ». Sur France 2 d'ailleurs, une élève dément même directement l'ex-inspectrice en révélant avoir témoigné auprès de l'inspection de l'homophobie dont elle a été témoin à Stanislas. En réaction à la diffusion de l'émission, le député Paul Vannier, auteur d'un rapport parlementaire sur les établissements privés en France, a dénoncé la réaction de la DGESCO. Gravissime. Il révèle comment l'inspection générale de l'éducation nationale a couvert Stanislas en ne retenant pas dans son rapport les témoignages d'homophobie dont ont été victimes certains élèves, donc été postés par le député Paul Vannier.
Ce vendredi, Paul Vannier et 8 autres députés de gauche demandent que Caroline Pascal soit auditionnée par la Commission aux affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Si les témoignages d'élèves victimes d'homophobie avaient été écartés du rapport de l'IGESR, nous serions face à une défaillance majeure, peut-on lire dans leur courrier adressé à la présidente de la Commission. Ce n'est pas la première fois que le positionnement de Caroline Pascal sur Stanislas s'interroge. Cet ex-chef de l'inspection nommé à la tête de l'IGESR, c'est-à-dire l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, par le ministre Jean-Michel Blanquer, lui-même ancien de Stan, avait déjà accordé un entretien au journal du dimanche, hebdomadaire du milliardaire ultra-conservateur Vincent Bolloré, pour relativiser les accusations. Interrogée par Mediapart à l'époque, elle expliquait que le rapport d'inspection n'avait pas à être rendu public et rappelait que l'agent qui l'avait fait fuiter avait commis une faute déontologique. La commission d'accès aux documents administratifs, CADA, saisie par Mediapart, a pourtant rappelé en février que ce rapport était, citation, un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. C'est clair. Depuis le 1er août, Caroline Pascal est donc chargée de la mise en œuvre concrète de la politique éducative décidée par le gouvernement, comprenant la prévention des violences en milieu scolaire et la lutte contre toutes les formes de discrimination dans tous les établissements du second degré. Voilà, fin de cet article de Mediapart. Je vous propose maintenant que nous écoutions le deuxième choix musical et peut-être qu'il n'y aura pas le temps de passer le générique de fin. Je laisse ça à l'avis donc de l'appareil technique de cette émission et nous allons écouter donc un nouveau morceau de blues, Mean Things, de John Hancock, donc qui est naissance 1904, décès 1992. Je crois que c'est un morceau quasiment a cappella. On écoute. There is mean things happening in this land. There is mean things happening in this land. But the union's going on, and the union's growing strong. There is mean things happening in this land. On the 18th day of May, the union called a strike, but the planners and the bosses threw the people out of their shack. There is mean things happening in this land. There is mean things happening in this land. But the union's going on, and the union's growing strong. There is mean things happening in this land. The planners told the people of the land where many years they had spent, and in the cold, hard winter, they had to live in tents. There is mean things happening in this land. There is mean things happening in this land. But the union's going on, and the union's growing strong. There is mean things happening in this land. The planners sold the people out without a bite to eat. They cursed them and kicked them, and some with axe and beat. There is mean things happening in this land. There is mean things happening in this land. But the union's going on, and the union's growing strong. There is mean things happening in this land. The people got tired of working, and that from sun to sun. But the planners forced them to work at the point of the gun. There is mean things happening in this land. There is mean things happening in this land. But the union's going on, and the union's growing strong. There is mean things happening in this land. Donc après ce merveilleux morceau de John Hancock, je vous propose d'arrêter donc cette émission puisque nous arrivons à la fin. Nous nous retrouvons pour une prochaine chronique du groupe Fred Zeller la semaine prochaine. Et nous vous donnerons bien évidemment des nouvelles de ce qui se passe dans le département de l'Hérault. Merci à Antoine pour avoir assuré la technique de cette chronique. Au revoir à la semaine prochaine. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. La couvre, elle tient,